programmes spatiaux lancés au cours de ce siècle nous ont permis de découvrir notre planète sous un autre jour, inattendu et fascinant. Et la présence humaine dans l'espace a été rendue possible par les progrès réalisés dans le domaine des systèmes de propulsion et des matériaux légers et thermorésistants, ainsi que par les efforts déployés par des milliers d'individus. Mais le coût de ces programmes se chiffre en milliards de dollars. Et beaucoup, dans le monde politique et scientifique, mettent en doute leur utilité au regard des dépenses qu'ils entraînent. Leurs applications scientifiques et techniques sont pourtant multiples. Et les progrès réalisés dans le domaine des sciences des matériaux, de la médecine, des communications et du contrôle de l'environnement contribuent tous à répondre à la question: quel est l'apport de la conquête spatiale? Ignition sequence start. Reporting from London, another German V2 missile has struck the city. We choose to go to the moon in this As I step off at the surface at Taurus Littrow, we'd like to dedicate the first steps of Apollo 17 to all those who made it possible. La dernière mission habitée du programme Apollo se pose sur la Lune le lundi 11 décembre 1972. Les astronautes allunissent près du cratère Littrow, dans les monts Taurus. La 6e et dernière mission lunaire habitée dure 12 jours et demi. Utilisant le module lunaire Challenger comme base, les astronautes Eugene Cernan et Harrison Jack Schmitt passent 75 heures sur la Lune, tandis que Ronald Evans demeure en orbite à bord du module de commande America. En raison de restrictions budgétaires, la NASA a dû annuler les 3 dernières missions du programme et l'intérêt du public pour le vol Apollo 17 n'est plus le même que lors des premiers alunissages. It's a rock composed of many fragments of many sizes and many shapes. Ce vol, qui marque la fin du programme Apollo, marque aussi le début des missions à caractère scientifique. Du temps où elle était engagée dans une course contre la montre avec les soviétiques, la NASA avait choisi de développer l'équipement le plus simple possible pour envoyer ses astronautes sur la Lune. Et la pression engendrée par cette compétition acharnée l'avait également amené à choisir les premiers astronautes parmi une sélection de pilotes d'essai de l'armée américaine pour augmenter les chances de réussite des missions. L'équipage d'Apollo 17, en revanche, compte un docteur en géologie, diplômé de l'université d'Harvard, Jack Schmitt, le premier civil à aller dans l'espace. Et lorsque l'équipage américain prélève au cours de la mission des échantillons de sol lunaire au cratère baptisé Shorty, la présence d'un scientifique se révèle précieuse. Oh, hey! There is orange soil. Well, don't move it till I see it. It's all over. Orange! Don't move it till I see it. I've stirred it up with my feet. Hey, it is! I can see it from here. It's orange. Sur Terre, la présence de roches ou de terre orange ou rouille est souvent la preuve d'une activité volcanique. Les échantillons trouvés sur le sol du cratère Shorty se sont avérés être composés de petits fragments volcaniques, vitrifiés et sphériques, preuve géologique que le sol lunaire a bien été un temps en fusion. En fait, ces fragments se sont formés à la suite d'une rencontre de l'astre avec une météorite, responsable de la formation du cratère Shorty. I'd like to just let what I believe history will record that America's challenge of today has forged man's destiny of tomorrow. La présence d'un géologue sur Apollo 17 pour la dernière exploration géologique de la Lune est le signe d'une évolution dans le programme spatial américain. Désormais, l'exploration spatiale sera scientifique. L'ère des astronautes scientifiques a débuté. Okay, 30 seconds. 308 your number. Take off to 1,500 feet, and H-dot looks good. Good to see you.
Good to have you all back up here. It's been a good trip. Man, that Challenger's a beautiful vehicle. You betcha. Les échantillons de sol lunaire recueillis au cours des différentes missions Apollo ont permis aux géologues de décrire avec certitude la formation des bassins et des chaînes de montagnes sous l'action de bombardements de météorites et la naissance des mers suite à la remontée en surface de nappes de lave venues du cœur de l'astre. Grâce à la découverte de poussières volcaniques orange et noires sur le sol du cratère Shorty, ils ont pu mieux comprendre la phase d'évolution qui a fait apparaître les mers lunaires, cet ensemble de taches sombres visibles depuis la Terre. Et la carte d'autres régions aux caractéristiques similaires établie en orbite par Jack Schmitt a également contribué à une meilleure compréhension du phénomène. L'astronaute Gene Cernan dira du vol Apollo 17 qu'il représentait la fin d'un commencement. Et du point de vue scientifique, le programme Apollo constitue de fait un extraordinaire premier pas. Au-delà de leur intérêt scientifique et de leur portée historique, les missions Apollo ont été l'occasion d'observer le comportement d'êtres humains vivants et travaillant hors de l'environnement terrestre. Et c'est précisément sur l'étude des effets sur l'organisme d'un long séjour dans l'espace que la NASA décide d'orienter son nouveau projet Skylab. En perfectionnant les véhicules de lancement destinés à leurs programmes spatiaux, Américains et Soviétiques avaient deux objectifs. Construire des fusées suffisamment puissantes pour s'arracher à l'atmosphère terrestre et évaluer l'impact des vols spatiaux sur l'organisme. Et leurs efforts ont payé, enrichissant notre connaissance de la physiologie humaine. Dans l'espoir de remporter la course à l'espace, les deux superpuissances ont construit des fusées toujours plus puissantes et imposantes qu'ils ont équipées de systèmes toujours plus sophistiqués. Et chacune des deux a bénéficié des progrès réalisés dans le domaine des matériaux et de la miniaturisation des équipements, deux domaines essentiels à la fabrication des véhicules de lancement et des vaisseaux. Chaque première réalisée dans l'espace a certes eu pour effet de renforcer le sentiment d'unité et de fierté de la nation concernée, mais la préparation des vols habités a également débouché pour ces deux pays sur des avancées plus concrètes. Les premières évaluations cliniques de candidats astronautes ont lieu à la fin des années 50 pour la préparation du vol Mercury. Selon le docteur Randy Lovelace, qui supervise le bon déroulement des examens médicaux, l'évaluation de l'état de santé et de la condition physique des 32 premiers candidats a été réalisée par des spécialistes issus de tous les domaines de la médecine. C'est à notre connaissance l'étude la plus complète jamais réalisée sur un groupe d'individus. Une fois établies les qualités physiques de chaque candidat, les médecins procèdent à l'évaluation de leur endurance physique et psychologique. L'importance du nombre de G produit lors du décollage d'une fusée et lors de sa rentrée dans l'atmosphère, ainsi que les effets de l'état d'apesanteur sur les astronautes, inquiètent la NASA. Une fois en orbite, comment les astronautes réagiront-ils à l'exiguïté et à l'atmosphère artificielle du vaisseau? Risquent-ils de conserver des séquelles de leur séjour prolongé en apesanteur? Pour mieux comprendre le comportement et la réaction des astronautes aux vols spatiaux, la NASA entreprend une série de simulations et de tests de stress. Car il ne s'agit pas seulement de survivre dans l'espace, il faut aussi pouvoir accomplir des tâches complexes en situation de stress physique et mental extrême. Les premiers astronautes sont initiés au phénomène d'apesanteur lors de vols paraboliques en avion, qui permettent de reproduire l'état d'apesanteur durant 30 à 40 secondes. Les premières études sur les effets à long terme de l'apesanteur se font sur des sujets qu'on oblige à garder le lit pendant une longue période. Ces expériences confirment l'hypothèse des scientifiques.
l'apesanteur entraîne une perte de protéines musculaires et une décalcification des os. Le deuxième sujet d'inquiétude pour la NASA porte sur la circulation sanguine. On pratique des tests sur table pivotante qui permettent à un sujet de se tenir debout sans utiliser les muscles de la partie inférieure du corps, muscles dont la contraction contribue à faire remonter la masse sanguine vers le cœur. Ces réflexes musculaires s'avèrent moins efficaces après une longue période d'alitement ou un séjour dans l'espace, ce qui provoque souvent une baisse de la tension artérielle et des vertiges. Dès les débuts du programme, les Américains perfectionnent les contrôles à distance des fonctions vitales. Les instruments de télémesure, notamment, vont permettre aux médecins de surveiller l'état de santé des astronautes. Au cours des premières expériences, les astronautes ne sont séparés du médecin que par la paroi de la salle de test. Plus tard, lors des vols Mercury, Gemini et Apollo, le médecin pourra les suivre depuis le centre de contrôle. En parvenant à surveiller depuis la Terre l'état de santé des premiers astronautes, en particulier lors des missions Apollo, les Américains font progresser les méthodes de soins et de mesure des fonctions vitales à distance. Des capteurs, chargés de mesurer le rythme cardiaque, la respiration, la pression artérielle et le pouls, sont fixés à un harnais que les astronautes portent sous leur combinaison spatiale. D'autres capteurs permettent aux médecins du centre de contrôle de Houston d'enregistrer l'activité cérébrale des astronautes pendant leur sommeil ou en période d'activité. Pour le programme Apollo, les Américains remplacent la table pivotante par un caisson LBNP qui leur permet de mener des expériences plus poussées sur le système cardiovasculaire. En introduisant un sujet dans ce caisson qui a pour fonction de réduire la pression exercée sur la partie inférieure du corps, les scientifiques observent une modification de la circulation sanguine et de la tension artérielle. Les missions Apollo permirent ainsi de réaliser une première, un médecin conseillant des astronautes depuis la Terre, l'équivalent d'une visite médicale à 400 000 km de distance. Ce fut le cas notamment lors de la mission Apollo 14, lorsque le médecin recommanda aux astronautes Alan Shepard et Ed Mitchell de se ménager des temps de repos pendant l'ascension d'un cratère. Shepard and Mitchell heart rates going up to about 120 while they were traveling uphill. With the higher rates, this occasioned the rest stop. Well, wait a minute, maybe I'm being deceived. With this slope, the sun angle is entirely different than it is on the flatland. The craters look sharper. Prenant la suite d'Apollo, Skylab va approfondir l'étude des effets sur l'organisme d'un séjour prolongé en apesanteur. Pour les astronautes, il ne s'agit plus d'explorer la Lune, mais d'étudier leur propre réaction à la vie dans l'espace. Et chacune des 3 missions habitées permettra d'étendre les possibilités de surveillance et de recherche médicale sur des sujets vivants et travaillant en orbite. Dès 1965, la NASA envisage de placer une station spatiale en orbite terrestre. Elle veut en faire un laboratoire capable de tester la capacité des astronautes à faire de longs séjours dans l'espace et une station relais pour les projets de colonisation de la Lune et d'exploration de la planète Mars. Dans un premier temps, la NASA envisage l'approche WET, qui consiste à injecter une fusée Saturne ou Atlas en orbite, puis à l'aménager pour en faire une station orbitale. Un projet qui aboutirait à terme à la création d'une plateforme ou d'un atelier. Pour le mener à bien, il faudrait purger en orbite les réservoirs de carburant des véhicules de lancement, puis les transformer en espace habitable, une entreprise que la NASA finira par juger irréalisable. Malgré la réussite et le bien fondé des missions Apollo,
L'intérêt des Américains pour le programme spatial décline après les premières missions lunaires. Et au début des années 70, la NASA doit faire face à des restrictions budgétaires. Elle décide donc d'annuler les 3 dernières missions lunaires pour se concentrer sur son projet de station orbitale Skylab. La station sera conçue à partir d'une fusée Saturne V et de 3 capsules récupérées du programme Apollo. Le 3e étage d'une fusée Saturne V est ainsi reconverti en espace habitable et en laboratoire ou atelier orbital. Et le 14 mai 1973, la station américaine est injectée en orbite basse. Mais ce lancement n'a rien d'une première. Si elle s'est laissée distancer par les Américains dans la course à la Lune, l'URSS a alors déjà placé plusieurs stations en orbite. Dès 1971, les Soviétiques ont lancé Salyut 1, un observatoire astronomique qui est resté 5 mois en orbite. Et Salyut 2, sans doute conçu à des fins militaires, a été lancé 1 mois avant Skylab. Pour injecter Skylab en orbite à 430 km de la Terre, les Américains utilisent le dernier de leur immense lanceur, Saturne V. « 50 ans plus tôt, Hermann Oberth, l'un des précurseurs de l'astronautique allemande, a été le premier à entrevoir la possibilité de placer une station spatiale en orbite, et les scientifiques vont désormais pouvoir recueillir les fruits d'un rêve devenu réalité. Car une fois en orbite, le premier laboratoire scientifique orbital américain pourra accueillir à son bord des astronautes-chercheurs américains. Une minute après le décollage, alors que la station entre dans sa phase de vibration maximale, les données télémétriques indiquent que le bouclier micrométéorique s'est déployé prématurément. Un peu plus tard, les panneaux solaires se mettent à émettre un faible signal électrique. La station atteint l'orbite visée avant que le centre de contrôle américain ait réussi à comprendre la nature de l'incident. Dès les premières révolutions, la température commence à monter à l'intérieur du vaisseau. Les Américains supposent que le bouclier micrométéorique, qui protège l'engin du Soleil, s'est arraché en se déployant prématurément. Et les signaux électriques émis par le vaisseau indiquent que le panneau solaire ne parvient pas à se déployer. Après quelques heures en orbite, la température à l'intérieur du vaisseau atteint déjà 88 degrés. La NASA décide d'ajourner le lancement de l'équipage prévu pour le jour suivant, jusqu'à ce que le problème soit résolu. Il faudra 5 jours aux techniciens de la NASA pour mettre au point un système capable de remplacer le bouclier micrométéorique endommagé. Ils fabriquent le parasol, un dispositif simple et efficace qui pourra être déployé depuis un sas expérimental par l'équipage de la station. Les astronautes emporteront également un panneau solaire à 2 pans déployables qui fera office de système de rechange. Ils s'entraînent à déployer le parasol dans le simulateur sous-marin du Centre spatial Marshall. Mais en l'absence de données précises sur l'ampleur de l'avarie, les manœuvres de réparation de l'aile solaire devront être finalisées sur place. Pendant ce temps, le centre de contrôle a réorienté le satellite afin de limiter son exposition au soleil et stabiliser sa température intérieure. Heureusement, le système de production d'énergie solaire sans lequel la station ne serait plus habitable n'a pas subi de dommages trop importants. Les astronautes de Skylab 2 se préparent aux manœuvres de rendez-vous dans l'espace avec une station partiellement endommagée. Ils décollent avec 10 jours de retard sur le programme. C'est le capitaine Charles Pitt Conrad qui commandera Skylab 2. Il a déjà participé aux missions Gemini 5 et 11 et procédé à un alunissage lors de la mission Apollo 12. Le commandant Paul Weitz, lui, sera chargé de piloter la station.
Et le docteur Joseph Kerwin sera présent en qualité d'astronaute scientifique. Il sera le premier médecin américain dans l'espace. Ces 3 hommes ont pour mission d'arrimer le module de commande à la station, de déployer le parasol et de réparer l'aile solaire. S'ils échouent, les Américains pourront tirer un trait sur leur premier laboratoire orbital. The Skylab. We got her in daylight at 1.5 miles, 29 feet per second. Roger, Pete, copy. TV picture. 7h30 après le décollage, les astronautes approchent de leur cible. Pete Conrad procède à une première inspection visuelle de l'atelier orbital, puis fait son rapport au centre de contrôle. Roger, copy. His brief description is his suspected solar wing. 2, right? No, 2 is gone. Completely off the bird. Solar wing 1 is in fact partially deployed, and the reason that you've got different readings not symmetric between your 3 solar panels is there's a bulge of meteorite shield underneath it in the middle, and it looks to be holding it down. Roger, copy. Okay, Houston, it looks like the meteorite shield at the upper vent panel on the SAS wing has wrapped around it just slightly. Where are we? Roger, Pete, from which side of the SAS is the meteoroid shield slightly wrapped around it? Is it on the side of the main tunnel? La station a perdu l'aile solaire numéro 2. Le revêtement protecteur recouvert d'une fine pellicule d'or, qui aurait dû être abrité sous le bouclier thermique et antimétéorite, est complètement noirci sur la face exposée au soleil. Alors qu'ils font le tour de la station, les astronautes ont la confirmation qu'un morceau du bouclier est venu s'enrouler autour de l'aile solaire numéro 1, empêchant son déploiement. My guess is that our easiest thing to do is just go to the end and try and deploy it. Les astronautes arriment leur vaisseau à Skylab et passent la nuit dans le module de commande. Le lendemain, ils passent la matinée à activer et à vérifier les systèmes de l'adaptateur d'arrimage multiple et du module SAS. Leur première tâche consiste à préparer le déploiement du parasol et, du moins ils l'espèrent, abaisser la température à l'intérieur de la station. Arrimée au module de commande, la station mesure plus de 37 mètres de long et pèse 84 tonnes, soit 3 fois plus que la station soviétique Salyut qui l'a précédée dans l'espace. L'atelier orbital, quant à lui, mesure 15 mètres de long et 7 de large. Il est composé de 2 grandes cabines qui constituent les zones de travail et les quartiers d'habitation. Paul Weitz et Pete Conrad introduisent le réceptacle contenant le parasol dans le SAS expérimental. Joe Kerwin, resté à bord du module de commande, observe la manœuvre. Après 4 heures de manœuvre minutieuse, le parasol est entièrement déployé. La température commence à baisser à l'intérieur de la station et au bout de quelques jours, Skylab est de nouveau habitable. Les astronautes entament alors le programme de tâches prévues pour la mission. Mais leur maison orbitale n'est pas encore entièrement réparée. Au bout de 5 jours, il devient évident qu'en l'absence de l'aile solaire numéro 2 et avec l'aile numéro 1 endommagée, la puissance électrique disponible est largement insuffisante pour atteindre tous les objectifs de la mission. Il va falloir déployer l'aile coincée. Au centre spatial Marshall, les techniciens élaborent et testent des manœuvres de déblocage du panneau solaire qui sont ensuite communiquées aux astronautes. Pete Conrad et Paul Weitz sont chargés de réaliser la sortie pour procéder à la réparation. Il faudra plus de 3 heures à Pete Conrad pour se positionner correctement et parvenir à détacher le morceau de bouclier antimétéorite qui avait empêché le déploiement de l'aile solaire.
Une fois terminée la procédure de réparation, la station est réorientée et sa puissance électrique double. Pour Conrad, Weitz et Kerwin, c'est une deuxième victoire qui ouvre la voie aux 6 astronautes qui viendront après eux vivre et travailler à bord de Skylab. Got a tape motion light. Mark S192, I got a ready light. We just came out from over the clouds. How about that? Auto sequence start on 90 and you go. Avant de lancer le programme Skylab, la NASA avait déjà étudié au sol les effets de l'apesanteur sur l'organisme avant et après les missions spatiales. Mais avec Skylab, elle pourra conduire toute une série d'expériences à bord de la station afin de déterminer l'impact de la microgravité sur l'organisme. En moyenne, les équipages de Skylab passent en état d'apesanteur 4 fois plus de temps que les astronautes des plus longues missions lunaires. C'est essentiellement au niveau de l'appareil cardiovasculaire que les astronautes s'attendent à observer les modifications physiologiques les plus manifestes. Tous les 4 jours, les membres d'équipage se soumettent à des tests en caisson LBNP. La pression exercée sur la moitié inférieure du corps est réduite et les conséquences sur l'appareil cardiovasculaire sont évaluées en notant le rythme cardiaque, la pression artérielle et le volume des jambes des astronautes. Ces expériences confirment que sous l'action de la microgravité, le système cardiovasculaire est soumis à un certain stress. Mais elles révèlent également que le phénomène ne s'aggrave pas avec le temps. Les astronautes mesurent aussi la résistance de leur métabolisme à l'aide d'un vélo-ergomètre qui leur permet de faire travailler cœur, muscles et poumons. Il s'avère que leur capacité à exercer une activité physique n'est en rien modifiée par la microgravité. L'équipage teste aussi le vélo-ergomètre comme moyen de prendre de l'exercice. Ideally, the handlebars would be longer than they are now and would kind of sweep down around you so you could grab them in the right place. Au 28e jour de sa mission, le premier équipage de Skylab procède à un autre examen qui permettra d'approfondir l'étude des effets de la microgravité sur l'organisme. Un prélèvement sanguin qui sera analysé au sol à leur retour. Sur chaque mission, on étudie les cycles de sommeil d'un des membres de l'équipage. L'astronaute choisi porte un bonnet équipé d'électrodes. Celles-ci enregistrent des signaux analogiques qui sont transmis sous forme numérique au centre de contrôle via les instruments de télémesure. On étudie également les effets de l'apesanteur sur l'appareil vestibulaire de l'oreille interne. La microgravité a pour effet de diminuer le sens de l'équilibre, la capacité à s'orienter et la perception de l'espace. Mais toutes les études physiologiques menées lors de cette première mission Skylab ne sont qu'un premier pas vers la compréhension des effets d'un séjour prolongé en apesanteur. L'année suivante, la NASA envoie 2 autres équipages sur Skylab. Et l'essentiel des découvertes faites dans l'espace sont le résultat de ces 2 missions. Alan Bean, qui prépare à la mission lunaire Apollo 12, le docteur Owen Garriott et Jack Lousma forment l'équipage de la 2e mission habitée sur Skylab. Well, the old parasol, Dick, is really blowing in the breeze. Looks like about a 10 or 15 knot gale every time the thrusters fire, and just a very gentle fly around here. Mais les moteurs du module de commande vont poser de sérieuses difficultés à Skylab 3. Les astronautes ont été injectés en orbite par un lanceur Saturne B1. Et c'est un module de commande issu du programme Apollo qui leur sert de vaisseau. Après l'arrimage réalisé par Jack Lousma, ils découvrent que 2 des 4 moteurs du module de commande perdent leur carburant. Il faut les éteindre, ce qui signifie qu'ils ne disposeront plus que de 2 moteurs pour manœuvrer le vaisseau au moment de la rentrée atmosphérique. La NASA met au point un plan de sauvetage qui prévoit le départ d'un 2e module de commande, chargé le cas échéant de ramener les astronautes sains et saufs sur Terre. L'équipage, lui, met la station en route en tentant de lutter contre le mal de l'espace, également appelé syndrome d'adaptation à l'espace. To give you a feel where we are at the moment,
beginning to eat our meal right now. We've had to move extremely slowly to keep from causing any vestibular problems with ourselves. By that, I think both Owen and I have a little bit of stomach awareness, so we tend to be fairly careful how we move. Le mal de l'espace provient de la façon dont le cerveau interprète les informations venues de l'appareil vestibulaire. Celui-ci, localisé dans l'oreille interne, fournit en effet au cerveau les données qui permettent de régler l'équilibre. Et c'est avec les missions Skylab que la NASA a commencé à étudier les effets de la microgravité sur l'appareil vestibulaire et à rechercher les causes du mal de l'espace. Hey, Al, this is Chris Kraft. Go ahead, Chris. As far as the RCS system is concerned, we really can't determine at this particular moment whether we have a generic problem or whether we have some two unique problems with these quads. Le problème posé par les moteurs du module de commande ne trouvera pas de solution avant la mi-septembre. Et les astronautes vivront avec cette inquiétude durant pratiquement toute la durée de la mission, soit 59 jours. Finalement, le plan de sauvetage dans l'espace ne sera pas nécessaire. Avant que les astronautes ne s'apprêtent à prendre le chemin du retour, la NASA a réussi à mettre au point un plan d'urgence qui leur permettra d'effectuer des manœuvres de rentrée à l'aide des deux seuls moteurs encore en état de marche. Le Saturne B1 et le module de commande qui aurait dû réaliser l'opération de sauvetage restent au sol. L'équipage de Skylab 3 poursuit l'étude de l'impact d'un long séjour en apesanteur sur le système cardiovasculaire et le métabolisme. Ils notent leur consommation quotidienne de nourriture et de boissons et effectuent des prélèvements sanguins réguliers pendant toute la durée de la mission. Avec l'IREP, l'équipement expérimental d'échographie qu'ils ont emporté à bord, les astronautes peuvent profiter de leur position en orbite pour étudier l'environnement, les conditions climatiques et les ressources de la planète. Ils conduisent notamment des études photographiques à l'aide de 6 appareils équipés de lentilles capables de filtrer certains spectres de lumière. Leur équipement comprend également un télescope très puissant qui leur permet d'observer certains points sur Terre et dans l'espace. Le programme de recherche de Skylab 3 comprend aussi des expériences en sciences des matériaux, et notamment la fabrication de roulements à billes, de sphères parfaites et de cristaux à l'aide d'un canon à électrons. Les astronautes découvrent que la microgravité permet de créer des cristaux plus gros et plus uniformes, utilisables en électronique, pour miniaturiser et optimiser l'efficacité énergétique des composants. Les astronautes de Skylab 3 passent 59 jours à bord de la station. Au cours de leur mission, ils fixent un deuxième écran solaire au-dessus du parasol installé par l'équipage précédent, parcourent plus d'1 million de kilomètres et, en dépit des 2 moteurs déficients de leur module de commande, réussissent à rentrer sur Terre, sains et saufs, le 25 septembre 1973. La mission Skylab 4 est retardée d'1 semaine en raison de fissures apparues dans le lanceur Saturne B1. Mais quand débute le 30e vol habité américain en novembre 1973, son équipage s'apprête à passer plus de temps dans l'espace que tous les astronautes qui les ont précédés. Pendant la durée totale de leur séjour, soit 84 jours, ces astronautes effectueront 1200 révolutions autour de la Terre. Ils réaliseront 56 expériences relatives à la microgravité et remporteront avec eux des milliers de clichés de forêts, d'exploitation agricole et de voies navigables, ce qui portera le nombre de photographies des ressources terrestres prises au cours des 3 missions habitées sur Skylab à près de 40 000. William Pogg, le docteur Edward Gibson et le commandant Gerald Carr, qui forment l'équipage de Skylab 4, n'étaient jamais allés dans l'espace avant cette mission.
débuts de la mission sont décevants. Affaiblis par le mal de l'espace, William Pogg et Gerald Carr sont contraints de ralentir leurs activités durant les 3 premiers jours. Et la NASA allège leur programme pour leur permettre de s'adapter à leur nouvel environnement. Mais dès le 4e jour, les 3 membres d'équipage entament des recherches dans le domaine des ressources terrestres, de l'astrophysique, de la biomédecine et de la physique solaire, et se lancent dans une série d'expériences sur le traitement des matériaux. La première station spatiale américaine a rempli sa mission. Elle a su rendre possible une présence humaine hors de l'atmosphère terrestre. Certes, Skylab a essuyé quelques revers et connu des difficultés, mais rien que n'ait pu résoudre ceux qui ont fait entrer l'Amérique dans l'ère spatiale. Les astronautes et les équipes au sol ont su vaincre toutes les difficultés et recueillir une manne d'informations sur les conséquences physiologiques de la microgravité. Et si l'on en croit ces images, travailler et vivre dans l'espace a parfois aussi été une partie de plaisir. Tous les équipages qui se sont succédés sur Skylab ont réussi à mener à bien leurs activités extravéhiculaires, prévues ou improvisées, notamment les manœuvres de réparation du matériel endommagé. Skylab 2 a dû réaliser une marche dans l'espace pour débloquer l'aile solaire. Skylab 3 a fixé un nouveau panneau solaire au-dessus du parasol. Skylab 4 a dû procéder à la réparation d'une antenne radio déficiente lors d'une sortie en tout début de mission. Ces sorties dans l'espace prouvent que l'ingéniosité humaine peut venir à bout d'une difficulté imprévue, et elle plaide pour la poursuite du programme de mission habitée. L'équipage de Skylab 4 amérit le 8 février 1974. Bien que légèrement affaiblis par la diminution de leur masse musculaire, les astronautes sont en bonne santé. Avec William Pogg, Edward Gibson et Gerald Carr, la station spatiale américaine a vu partir ses derniers visiteurs. Mais la longueur de leur mission est très prometteuse pour de futurs vols spatiaux de longue durée. Skylab demeure en orbite jusqu'en 1979. Au cours des 6 années qu'elle a passées dans l'espace, la station a réalisé près de 35 000 révolutions terrestres et parcouru plus d'1 milliard de kilomètres. Le 11 juillet, elle se désintègre en rentrant dans l'atmosphère. Les débris incandescents de la première station américaine se dispersent au-dessus de l'océan Indien et d'une région désertique de l'ouest australien. La NASA souhaite mettre au point un 2e laboratoire orbital habitable pour poursuivre les expériences entreprises sur la première station. Mais soumise à des restrictions budgétaires, elle est contrainte de modifier ses plans au profit d'un nouveau projet, la conception d'un système de transport spatial réutilisable. La navette spatiale américaine, lancée pour la première fois en 1981, est un lanceur réutilisable équipé d'ailes Delta. Elle est injectée en orbite au moyen de fusées et en fin de mission, rentre dans l'atmosphère en planant et se pose sur une piste d'atterrissage. Au départ, l'engin devait servir de vaisseau spatial réutilisable pour acheminer des équipages et du ravitaillement vers une future station spatiale permanente. Mais la NASA l'a lancé à maintes reprises pour placer des satellites et des sondes interplanétaires en orbite, larguer et réparer le télescope Hubble et poursuivre ses recherches sur la microgravité en l'utilisant comme station spatiale temporaire. La navette peut également emporter dans sa soute un module appelé Spacelab, qui fournit un espace supplémentaire pour la réalisation d'expériences. Conçu par l'Agence spatiale européenne, le Spacelab prend part aux missions des navettes américaines depuis 1983. Ce laboratoire spatial a contribué à la poursuite des recherches sur les conséquences physiologiques de la microgravité et aux expériences en sciences des matériaux. Lors de missions relativement courtes, le Spacelab permet également de réaliser des observations de la Terre et du cosmos. Du côté russe, Mir, la 3e génération de stations spatiales,
remplace depuis de nombreuses années les stations Salyut comme base de recherche et d'expérience dans le domaine de la microgravité. Lancée en février 1986, la station Mir est satellisée à environ 350 km de la Terre, une orbite basse qui a pour effet de la soumettre à l'attraction terrestre. Les cosmonautes sont donc chargés de la maintenir en orbite à l'aide de 2 moteurs embarqués ou occasionnellement par une poussée délivrée par un vaisseau venu s'arrimer pour le réapprovisionnement. 3 modules supplémentaires sont venus agrandir la station russe et en plus de 10 ans, les équipages se sont succédés à son bord sans interruption. Truly the sad part will be to bid farewell to Shannon and Yuri and Yuri. Cosmonautes et astronautes ont appris à travailler ensemble à bord de la station. Et cette coopération scientifique a contribué au rapprochement des 2 anciens rivaux de la guerre froide. Mue au départ par un esprit de compétition, l'exploration spatiale est désormais une entreprise commune à plusieurs nations, visant à enrichir nos connaissances scientifiques. Toutes les 6 à 8 semaines, Mir est réapprovisionné par un vaisseau cargo Progress. Lancé par une fusée A2, Progress peut transporter environ 2200 kg de matériel, nourriture, carburant, eau et équipements scientifiques. Pour l'arrimage avec la station spatiale, le vaisseau inhabité est guidé par 2 caméras de télévision et une antenne de rendez-vous. Les satellites habités et inhabités ont permis des avancées notables dans le domaine de contrôle de la pollution atmosphérique, sans compter l'observation et la cartographie des ressources naturelles de la Terre, de la croissance urbaine et de l'érosion des sols. Depuis les premières expériences sur les ressources terrestres réalisées il y a plus de 25 ans sur Skylab, jusqu'aux photographies multispectrales du satellite américain Landsat, les techniques d'observation de la Terre nous ont offert une image de plus en plus précise de notre planète. Et ces techniques ont trouvé d'autres applications, notamment dans le domaine de l'imagerie médicale. Car c'est des techniques développées pour l'espace que sont nées la scanographie et l'imagerie par résonance magnétique, ou IRM, et les images numériques haute définition ainsi obtenues ont totalement révolutionné l'outil de diagnostic. Les images obtenues par scanographie sont en effet 10 fois plus précises qu'une radiographie classique. Et l'IRM, elle, permet d'observer des tissus cérébraux, par exemple, jusqu'alors dissimulés par les os. Autant d'innovations rendues possibles par des techniques liées à l'exploration spatiale. Il en est de même pour les ballons utilisés en angiographie, pour rétablir la circulation sanguine dans des artères obstruées et prévenir les incidents cardiaques. Ce sont les images numériques qui guident le chirurgien alors qu'il introduit le dispositif dans l'artère. Les instruments de télémesure, eux, ont trouvé leur place dans les hôpitaux modernes. Tout comme le centre de contrôle pouvait surveiller les fonctions vitales des astronautes sur la Lune, les hôpitaux utilisent les techniques de biotélémétrie pour suivre l'état de santé des patients. Y compris dans l'ambulance qui les conduit aux urgences ou sur les lieux d'une catastrophe naturelle ou provoquée. Les satellites météorologiques font eux aussi appel aux techniques de télémétrie pour transmettre les données qui serviront à prévoir la formation et l'évolution des perturbations atmosphériques, et donc à prévenir les populations de l'imminence d'un bouleversement climatique. Les satellites peuvent aussi observer et mesurer l'amincissement de la couche d'ozone, qui protège la Terre des rayons ultraviolets du Soleil, un phénomène dont on sait qu'il risque d'entraîner un réchauffement de la planète, une augmentation des cancers de la peau, et un bouleversement des pluies et des climats. Les 7 satellites Nimbus et les satellites de recherche en haute atmosphère de la NASA ont ainsi contribué à localiser le trou dans la couche d'ozone et à étudier sa formation saisonnière.
Mais c'est sans doute dans le domaine de l'environnement que les expériences spatiales ont joué le rôle le plus bénéfique. Grâce à elles, nous avons les moyens de mieux gérer nos ressources naturelles et de lutter contre la pollution de notre planète. Les progrès réalisés dans le domaine des sciences des matériaux, de la miniaturisation des composants électroniques, de la télémétrie, de l'imagerie numérique, de l'observation de l'environnement ainsi que dans la compréhension de notre physiologie sont tous le fruit des efforts déployés par les États-Unis et d'autres pays dans le monde pour mener à bien leurs programmes spatiaux. En 1984, Ronald Reagan annonçait un projet de station spatiale habitée en permanence en partenariat avec les agences spatiales canadiennes, européennes, russes et japonaises. Freiné par des difficultés budgétaires, ce projet international présente néanmoins de nombreux avantages. La station poursuivra le travail entrepris sur Skylab, Salyut, Spacelab et Mir. Elle pourra servir à la fois d'observatoire astronomique, de base pour des missions d'exploration spatiale et de plateforme orbitale pour accueillir des expériences en sciences des matériaux et des études sur les conséquences physiologiques de la microgravité. L'exploration spatiale continuera sans nul doute à multiplier les innovations et nul ne peut présager de l'ampleur des bienfaits qu'en retirera l'humanité. Mais au-delà des progrès réalisés en médecine et en sciences des matériaux, la vraie réussite des programmes spatiaux ne réside-t-elle pas dans la possibilité unique qu'elle nous a offerte d'observer notre planète depuis une distance inenvisageable auparavant? L'astronaute Rusty Schweickert, pilote du module lunaire d'Apollo 9, a réalisé une sortie dans l'espace pour photographier la Terre. Durant l'un des rares moments de loisir que lui accordait un programme de travail bien chargé, il s'est arrêté quelques instants pour réfléchir à son expérience. Nous avons vu notre planète, a-t-il dit, sous son vrai jour, lumineuse, bleue, superbe, flottant dans un silence éternel, peuplée de tous ses hommes, de tous ses frères, car nous savons désormais que nous sommes vraiment tous frères. Dépasser les limites de l'atmosphère terrestre pour observer notre planète avec plus de recul, comprendre combien nous nous ressemblons et avons besoin les uns des autres, c'est bien là la plus grande leçon de l'aventure spatiale. Okay, Davey, you gotta start getting your hands closed. Say again? You gotta start getting your hands closed if you're not already doing it.